Un millionnaire abandonna son fils de 5 ans, sourd et muet, sur une route déserte. 20 ans plus tard, un homme apparut soudainement et cria « Papa ». Le millionnaire faillit s'évanouir en entendant cela. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Les lustres diffusaient une lueur éthérée sur les sols en marbre du manoir Thompson, leur beauté cristalline contrastant fortement avec le vide qui imprégnait les vastes halls. Alexandre Thompson se tenait devant la fenêtre de sol à plafond de son bureau, son reflet usé fantomatisant contre la vue panoramique de la skyline de Paris. À 60 ans, ses traits autrefois marquants s'étaient adoucis avec l'âge, bien que ses yeux gris acier aient conservé leur intensité caractéristique. Ses doigts effleuraient le bord d'une vieille photographie cachée dans le tiroir de son bureau, le dernier rappel d'un choix fait il y a 2 décennies. L'image montrait un petit garçon aux yeux brillants et au sourire innocent, figé dans le temps à l'âge de 5 ans. Alexandre referma rapidement le tiroir comme si la simple vue de la photographie brûlait sa conscience. Les préparatifs pour le gala de ce soir battaient leur plein. Les domestiques s'affairaient dans les couloirs du manoir, arrangeant les fleurs, polissant les couverts et transformant la grande salle de bal en un spectacle digne de l'élite parisienne. Cet événement n'était pas qu'une simple réunion sociale, c'était la tentative d'Alexandre de renforcer sa position dans la haute société, un mouvement calculé pour s'assurer que son héritage reste intact. Monsieur Thompson, son assistant, Sarah Chen, apparut à l'entrée du bureau. Le coordinatrice de l'événement a besoin de votre approbation pour les derniers arrangements. Alexandre acquiesça, reconnaissant l'interruption de ses pensées. Bien sûr, conduis-moi. Alors qu'il parcourait le manoir, l'esprit d'Alexandre vagabondait vers l'empire qu'il avait construit. Thomson Industries était passé d'une modeste start-up technologique à une multinationale sous sa direction. Chaque succès, chaque acquisition, chaque fusion avait été méticuleusement planifiée et exécutée. Pourtant, sous le vernis des accomplissements se cachait une base de compromis et de décisions qui hantait ses nuits sans sommeil. La salle de bal était une symphonie d'activités. Les verres en cristal s'entrechoquaient alors qu'ils étaient arrangés en pyramide parfaite, tandis que les fleuristes créaient des centres de table élaborés qui semblaient défier la gravité. Alexandre approuvait chaque détail mécaniquement, ses pensées ailleurs. La liste des invités a été finalisée, informa Sarah en faisant défiler son tablette. Plus de 300 participants confirmés, y compris le maire, plusieurs leaders de l'industrie technologique et des investisseurs de premier plan. Excellent, répondit Alexandre, bien que sa voix manquait d'enthousiasme. Assure-toi que l'équipe de sécurité soit correctement briefée. Je ne veux aucune surprise inattendue ce soir. Alors que le soleil de l'après-midi jetait de longues ombres à travers les fenêtres, Alexandre se retira dans ses quartiers privés pour se préparer pour la soirée. Son smoking sur mesure, confectionné à Paris, attendait sur un mannequin comme un soldat en garde. En s'habillant, ses mains bougeaient automatiquement, mémoire musculaire d'innombrables événements similaires, guidant ses doigts pour boutonner et ajuster les poignets. Les premiers invités commencèrent à arriver précisément à 20h. Alexandre jouait parfaitement son rôle, l'homme d'affaires prospère, l'hôte gracieux, le pilier de la société. Il serrait des mains, riait au bon moment et discutait des perspectives d'affaires avec une aisance pratiquée. Pourtant, sous son extérieur poli, une anxiété inexplicable le tourmentait. À 21h, le gala battait son plein. L'air bourdonnait de conversation et des notes subtiles d'un quatuor à cordes. Les verres en cristal s'entrechoquaient en toast au succès et aux futures entreprises. Alexandre se tenait au centre de tout cela, comme une araignée dans une toile élaborée de connexions sociales et de relations d'affaires. Mesdames et messieurs, commença-t-il son discours préparé, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse, je suis honoré de vous accueillir à cette célébration de 2 décennies d'innovation et de croissance chez Thomson Industries. Les mots coulaient sans accroc, répétés à la perfection. Il parlait des réalisations, de la percée dans la technologie, de la responsabilité d'entreprise et des aspirations futures. L'audience suspendait son attention à chaque mot, exactement comme prévu. Puis, cela se produisit. Une agitation près de l'entrée de la salle de bal attira l'attention. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, poussa les gardes de sécurité. Bien habillé mais clairement non invité, sa présence fit naître des murmures parmi la foule. Les mots d'Alexandre hésitèrent alors que le jeune homme s'approchait. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, quelque chose qui fit défiler l'ancienne photographie dans l'esprit d'Alexandre. Le jeune homme s'arrêta au centre de la salle de bal, ses yeux se verrouillant sur Alexandre. Le quatuor à cordes tomba silencieux.
300 regards observaient en anticipation. « Papa !» La voix du jeune homme retentit claire et forte, résonnant contre le plafond orné. Le mot portugais pour père flottait dans l'air comme un coup de tonnerre. Le verre d'Alexandre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Le son sembla briser quelque chose dans l'atmosphère, libérant une vague de soupirs et de murmures parmi les invités. Le temps sembla s'arrêter dans la salle de bal opulente. La proclamation du jeune homme resta suspendue dans l'air, lourde de 2 décennies d'histoire non dite. Les gardes de sécurité tentèrent de l'intercepter, mais Alexandre leva la main, les arrêtant net. Ses yeux restaient fixés sur le visage de l'étranger, cherchant des traces de l'enfant qu'il avait abandonné tant d'années auparavant. « Je pense qu'il y a eu un malentendu », parvint à dire Alexandre, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « C'est un événement privé. » Le jeune homme plongea sa main dans sa veste et sortit une enveloppe usée. « Pas de malentendu, monsieur Thompson, ou devrais-je dire père ?» Son accent était léger mais perceptible, une touche de portugais brésilien colorant ses mots. « J'ai la preuve de qui je suis. » Sarah Chen apparut à côté d'Alexandre, prête à intervenir, mais la curiosité et une culpabilité plus profonde peut-être le poussèrent à la repousser. Les invités formaient un cercle lâche autour d'eux, leur visage mêlant choc et fascination, exactement le genre de scandale qu'Alexandre avait passé des années à éviter. Les documents, poursuivit le jeune homme, ouvrant l'enveloppe avec précision, incluaient une lettre de sa mère, Maria Santos, écrite avant son décès, et ceci, il sortit un petit pendentif doré sur une chaîne cassée. C'est ce que je portais le jour où tu m'as laissé sur cette route au Brésil. La contenance d'Alexandre se fissura légèrement à la vue du pendentif. Il se souvenait clairement, c'était un héritage familial que sa défunte épouse avait insisté pour que le garçon le porte pour sa protection. Le souvenir le frappa comme un coup physique, lui coupant momentanément le souffle. Peut-être devrions-nous continuer cette discussion en privé, suggéra Alexandre, pleinement conscient des centaines d'yeux observant chacun de leurs mouvements. Les murmures avaient déjà commencé, les téléphones enregistrant discrètement la scène qui ferait sans doute la une des journaux le lendemain matin. Le jeune homme, Gabriel selon les documents qu'il détenait, sourit légèrement. « Pourquoi as-tu honte de ton passé, de ce que tu as fait ?» Sa voix traversa la salle de bal, chaque mot étant une flèche soigneusement dirigée. « J'ai passé 20 ans à me demander pourquoi un père abandonnerait son enfant pendant 20 ans, à imaginer ce moment. » Dans le silence tendu qui suivit, un verre se brisa quelque part dans la foule, faisant sursauter plusieurs invités. L'esprit d'Alexandre courait à travers des possibilités, des calculs, des scénarios de contrôle des dégâts, mais sous la pensée stratégique, un tumulte plus profond grondait. Le poids de ses choix passés le pressait avec une force renouvelée. Mesdames et messieurs, la voix de Sarah coupa la tension, professionnelle et calme. Nous allons prendre une courte pause. Veuillez profiter des rafraîchissements sur la terrasse jardin. Sur la terrasse jardin, la foule commença à se déplacer à contre-cœur, bien que leur attention restât fixée sur le drame en cours. Alexandre fit un geste en direction de son bureau et Gabriel le suivit, serrant toujours l'enveloppe et le pendentif. En parcourant les couloirs du manoir, Alexandre remarqua des détails qu'il n'avait pas initialement enregistrés, la démarche confiante du jeune homme, la subtile ressemblance avec Maria dans ses traits, la façon dont il se tenait avec une dignité à la fois naturelle et pratiquée. La porte du bureau se referma derrière eux avec un lourd clic, étouffant le murmure lointain du gala. Alexandre se dirigea vers son bureau, son sanctuaire en temps de crise, tandis que Gabriel restait debout, sa posture tendue mais contrôlée. « Ces documents, dit Alexandre en tendant la main, puis-je les voir ?» Gabriel les remit, regardant attentivement pendant qu'Alexandre examinait chaque page. La lettre était en effet écrite de la main de Maria, ses courbes et ornementations distinctives inoubliables. Le pendentif était exactement comme il s'en souvenait, jusqu'à la petite rayure sur sa surface, vestige de la chute du garçon en jouant. « Pourquoi maintenant ?» demanda Alexandre, levant les yeux des documents après 20 ans. « Parce que j'avais besoin que tu te sentes en sécurité, » répondit Gabriel, sa voix prenant une teinte plus dure. « Je devais que tu aies tout à perdre. » Il s'approcha du bureau, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Alexandre. « Et maintenant, tu le fais. » Un changement subtil se produisit dans l'atmosphère de la pièce. Alexandre sentit quelque chose sous les mots de Gabriel, un but au-delà de la simple réconciliation ou confrontation. Le jeune homme plongea de nouveau sa main dans sa poche, produisant une clé USB. Ceci contient des preuves de certaines irrégularités dans les opérations de Thomson Industries au cours des 2 dernières décennies. Fascinant, n'est-ce pas? Que tes actionnaires en trouveront-ils également intéressant?
demanda Alexandre, la menace implicite suspendue entre eux. Sa main se déplaça instinctivement vers le tiroir de son bureau où l'ancienne photographie était cachée. Quelque chose dans cette situation semblait faux ou orchestré, pourtant les preuves semblaient irréfutables. Le pendentif, la lettre de Maria, les traits du jeune homme qui pouvaient être les siens à cet âge. À des kilomètres du manoir Thompson, dans un atelier de réparation automobile modeste en périphérie de Bordeaux, les mains de Marcus Wilson bougeaient avec précision sur un moteur. Bien qu'il ne puisse pas entendre la symphonie mécanique autour de lui, ses doigts pouvaient sentir chaque vibration, chaque pulsation irrégulière indiquant un problème nécessitant une attention. À 25 ans, il s'était construit une réputation comme l'un des mécaniciens les plus talentueux de la région, son handicap devenant sa plus grande force pour comprendre les machines par le toucher et l'intuition. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de l'atelier, projetant de longues ombres sur le sol en béton. Marcus essuya ses mains sur un chiffon et recula pour admirer son travail. La Mustang vintage qu'il restaurait était presque complète, ses surfaces chromées brillant sous la lumière fluorescente. Son collègue, Tom, s'approcha avec une tablette en main, utilisant des gestes exagérés pour attirer son attention. Alerte actualité, signala-t-il avec des mouvements rapides mais précis. Il montra la tablette affichant un article de presse de dernière minute sur le gala d'anniversaire de Thompson Industries. Les mains de Marcus se figèrent en plein mouvement en lisant le titre « Crash mystérieux lors du gala d'anniversaire de Thompson Industries ». La photo accompagnante montrait un jeune homme bien habillé confrontant Alexandre Thompson. Le cœur de Marcus commença à battre plus vite en étudiant l'image, la ressemblance entre l'étranger et Thompson était indéniable, mais quelque chose dans la scène fit tourner son estomac. Il toucha la petite cicatrice derrière son oreille droite, rappel permanent de cette nuit lointaine sur une autoroute brésilienne. Madame Rosa, sa mère adoptive, lui avait raconté l'histoire d'innombrables fois comment elle l'avait trouvé errant le long de la route. Confus et effrayé, comment elle avait cherché sa famille pendant des mois avant de finalement l'accueillir, lui enseignant la langue des signes et lui offrant une nouvelle vie. Elle n'avait jamais caché la vérité sur son passé, mais elle n'avait jamais pu expliquer pourquoi il avait été abandonné. Marcus attrapa sa veste et fit signe à Tom qu'il prenait sa pause déjeuner. Au lieu de se rendre au restaurant habituel, il conduisit jusqu'à la petite maison qu'il partageait avec Madame Rosa. La vieille femme s'occupait de son jardin bien-aimé lorsqu'il arriva, son visage s'illuminant à sa vue. « Qu'est-ce qui t'amène si tôt à la maison ?» signala-t-elle en remarquant son expression troublée. Marcus lui montra l'article de presse sur son téléphone. Les mains usées de Madame Rosa tremblaient légèrement en lisant, ses yeux se remplissant de larmes. Elle disparut dans la maison, revenant quelques instants plus tard avec une petite boîte en bois que Marcus n'avait jamais vue auparavant. « J'attendais le bon moment », signala-t-elle, ses mouvements lents et délibérés. « Je pense que ce moment, c'est maintenant. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une collection d'objets soigneusement préservés, des coupures de journaux sur l'ascension d'Alexandre Thompson, une photographie fanée d'une femme tenant un petit garçon, et de manière surprenante, une enveloppe scellée adressée à mon fils avec une écriture élégante. Les mains de Madame Rosa bougèrent à nouveau, expliquant comment elle avait découvert ces objets dans sa poche cette nuit-là, mais les avait gardés cachés de peur qu'ils ne lui apportent que de la douleur. La femme sur la photographie, expliqua-t-elle, était sa mère, Maria Santos. Avec des doigts tremblants, Marcus ouvrit l'enveloppe. La lettre à l'intérieur était écrite en portugais, mais Madame Rosa avait arrangé une traduction en anglais attachée avec un trombone. En lisant les mots de sa mère, le monde autour de lui sembla s'effacer. La lettre révélait un réseau complexe d'espionnage corporatif, de trahison et la tentative désespérée d'une mère de protéger son enfant. Maria avait découvert quelque chose de compromettant sur Thompson Industries, quelque chose qui avait entraîné des menaces contre sa famille. La lettre était datée de quelques jours avant son décès mystérieux. Marcus leva les yeux de la lettre pour trouver Madame Rosa le regardant intensément. « Il y a plus », signala-t-elle, retirant une dernière fois la clé USB de la boîte. « Ta mère a caché ça dans ta chaussure. Je ne savais pas ce qu'il y avait dessus, mais je l'ai gardé en sécurité, espérant qu'un jour cela pourrait t'aider à comprendre. » La révélation frappa Marcus comme un coup physique. Alors qu'il construisait sa vie ici, apprenant à prospérer malgré ses défis, quelqu'un d'autre revendiquait maintenant son identité, son histoire, sa vérité. L'imposteur au gala ne pouvait pas posséder cette clé USB ni connaître la véritable histoire derrière son abandon. Madame Rosa toucha doucement son bras, ramenant son attention sur elle. « Que vas-tu faire » signala-t-elle. Marcus prit sa décision déjà prise. Il avait construit une vie ici, trouvé un but dans son travail,
créer un lien avec Madame Rosa, mais la vérité de son passé l'appelait, exigeant d'être entendue. L'apparition de l'imposteur au gala n'était pas seulement une attaque contre Alexandre Thompson, c'était un vol de l'histoire de Marcus, de son identité, de son droit à choisir comment et quand affronter son passé. Dans un luxueux appartement surplombant Paris, Victor Delgado regardait la couverture médiatique du gala de Thompson avec satisfaction. À 65 ans, ses cheveux autrefois foncés étaient devenus argentés, mais ses yeux conservaient le calcul acéré qui en avait fait un homme d'affaires redoutable des décennies auparavant. Il leva un verre de whisky vieux de plusieurs années vers l'écran de télévision où la confrontation entre Gabriel et Alexandre Thompson se répétait en boucle. « Timing parfait, exécution parfaite », murmura-t-il en se tournant vers le jeune homme qui se tenait nerveusement près des fenêtres de sol à plafond. « Tu as dépassé mes attentes, Gabriel. » Gabriel shiftait inconfortablement, desserrant sa cravate. « Tu as tout ce que tu as dit que ce serait. Le pendentif et la lettre de Maria étaient exactement ce que tu as dit que ce serait, tes points faibles. » Il fit une pause, passant une main dans ses cheveux. « Mais il y a autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu. La façon dont il me regarde, comme s'il voulait croire que j'étais son fils. » L'expression de Victor se durcit. « Ne laisse pas les sentiments obscurcir ton jugement. Souviens-toi de notre accord. Tu joues ton rôle et tu obtiens ce que tu as toujours voulu, une part de Thompson Industries et une nouvelle identité, loin de ton passé dans le système d'accueil. » Le jeune homme acquiesça, bien que le doute scintillât sur ses traits. Il sortit son téléphone, montrant à Victor une série de messages textes. Thompson veut se rencontrer demain pour un déjeuner privé dans son domaine. Il parle déjà d'un test ADN pour formaliser tout. « Excellent, » répondit Victor, se dirigeant vers son bureau et retirant un dossier épais d'un coffre-fort caché. « Tout ce que tu dois savoir est ici, détails sur Maria Santos, la nuit de l'abandon, même des détails personnels que seul son véritable fils connaîtrait. Mémorise tout, le test ADN ne posera pas de problème, j'ai des connexions au laboratoire. » Gabriel prit le dossier, ses mains tremblant légèrement. « Et la clé USB ? Celle avec laquelle je l'ai menacé, il voudra voir ce qu'il y a dessus un jour. » Le sourire de Victor était glacial. « Laisse-moi m'en occuper. Pour l'instant, concentre-toi sur devenir le fils aimant et retrouvé. Fais-lui confiance complètement, le reste se mettra en place. » Alors que Gabriel quittait l'appartement, Victor se retourna vers la vue sur la Seine, son esprit revenant 20 ans en arrière. Il se vit dans le bureau d'Alexandre Thompson, présentant des preuves de fraude corporative qui auraient pu faire tomber leur empire commun. Au lieu d'agir, Thompson avait orchestré la chute de Victor en utilisant des preuves fabriquées pour détruire sa réputation et prendre le contrôle de leur entreprise. La porte s'ouvrit discrètement et une femme entra, Hélène Martinez, l'associée la plus fiable de Victor. « Les nouvelles sont devenues virales », rapporta-t-elle. « Les réseaux sociaux bourdonnent de théories sur le fils secret de Thompson. Notre équipe amplifie les spéculations les plus dommageables et notre autre projet, le vrai fils reste inconscient de notre surveillance, il travaille toujours dans cet atelier de réparation à Bordeaux, menant une vie tranquille avec sa mère adoptive. » Victor acquiesça lentement. « Continue de le surveiller. S'il fait le moindre mouvement pour contacter Thompson ou enquêter sur son passé, je veux le savoir immédiatement. » Hélène hésita avant de parler à nouveau. « Il y a autre chose. Nos sources au sein de Thompson Industries rapportent une activité inhabituelle dans leur division de cybersécurité. Ils renforcent leur pare-feu, effectuent des audits internes, comme si Thompson se préparait à quelque chose. » Il est effrayé, répondit Victor, la satisfaction évidente dans sa voix. Depuis 20 ans, il a vécu avec la peur que son passé le rattrape. Maintenant, il l'a, mais pas de la manière qu'il attend. Il se tourna pour affronter Hélène, son expression sérieuse. « Augmente la pression. Je veux que chaque aspect de sa vie soit scruté, ses partenaires d'affaires, ses connexions sociales, même le personnel de sa maison. Trouve leurs points faibles. » Alors qu'Hélène partait pour exécuter ses instructions, Victor retourna à son bureau et ouvrit un journal en cuir usé. Ces pages contenaient 2 décennies de planification minutieuse, chaque étape méticuleusement conçue pour mettre Alexandre Thompson à genoux. Mais en révisant ses notes, une nouvelle inquiétude le rongeait. Le vrai fils, celui qu'il surveillait de loin, était une variable imprévisible. Victor avait supposé que le handicap du jeune homme et sa vie simple le tiendraient éloigné de ce jeu élaboré de vengeance, mais quelque chose dans le timing de l'apparition de Gabriel, combiné à la réaction inattendue de Thompson, le rendait mal à l'aise. Il décrocha son téléphone, composant un numéro qu'il utilisait rarement. « Double la surveillance sur Marcus Wilson, instruisit-il. »
Je veux tout savoir, ses mouvements, ses contacts, tout changement dans sa routine. S'il regarde même dans la direction de Thompson, je dois le savoir. La lumière du matin filtrait à travers les vitraux de la salle à manger privée d'Alexandre Thompson, projetant des motifs colorés sur la table en acajou antique. Gabriel était assis en face de lui, sa posture parfaite, ses mouvements calculés alors qu'il coupait délicatement son omelette. La réunion du petit déjeuner avait été l'idée d'Alexandre, une chance de parler en privé loin des yeux du public et de la machine corporative qui exigeait son attention. « Parle-moi de ta vie », dit Alexandre, étudiant le visage du jeune homme. Après cette nuit-là, Gabriel posa sa fourchette, son expression soigneusement composée. « Une famille fermière m'a trouvé », commença-t-il, sa voix douce mais claire. « Ils m'ont accueilli, m'ont élevé comme leur propre enfant. Nous n'avions pas grand-chose, mais ils m'ont donné de l'amour, de l'éducation. À 18 ans, j'ai commencé à chercher des réponses, cela m'a pris des années pour tout reconstituer. » Alexandre hocha la tête, ses mains serrant fermement sa tasse de café. « Et Maria, quand elle ? Il y a 10 ans ?» Gabriel répondit, l'émotion traversant ses traits. « Elle n'a jamais cessé d'espérer que je trouve mon chemin pour revenir vers toi. La lettre qu'elle a laissée, elle voulait que je comprenne pourquoi tout s'était passé comme ça. » Sarah Chen apparut à la porte, tablette en main. « Monsieur Thompson, le centre de test ADN nous a appelés. Ils peuvent nous accueillir cet après-midi. » « Merci, Sarah. » Alexandre se tourna vers Gabriel. « J'espère que tu comprends pourquoi c'est nécessaire, pour des raisons légales, pour l'entreprise. » « Bien sûr, » répondit Gabriel en souriant, bien que quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. « Je n'ai rien à cacher. » Tandis que Sarah quittait la pièce, Alexandre plongea sa main dans la poche de sa veste et sortit une vieille photographie, la même qu'il avait gardée cachée dans le tiroir de son bureau pendant 20 ans. Cette photo avait été prise la veille de l'abandon. Il s'interrompit, incapable de terminer la phrase. « Tu t'en souviens ?» Gabriel prit la photographie, ses doigts tremblant légèrement. « Le parc de Paris, dit-il doucement. Près des jardins botaniques, tu m'apprenais à faire voler un cerf-volant. » Le souffle d'Alexandre se coupa dans sa gorge. Il n'avait mentionné l'emplacement à personne, pas même à Sarah. Le souvenir de ce jour était vif. Le soleil brillant français, les rires de son fils alors que le cerf-volant s'élevait plus haut, Maria les regardant depuis un banc proche. C'était leur dernier moment heureux ensemble. « Il y a autre chose, » dit Alexandre en tendant sa mallette. « La clé USB que tu as mentionnée au gala, qu'est-ce qu'elle contient exactement ?» L'expression de Gabriel changea presque imperceptiblement. Des preuves de certaines décisions prises il y a 20 ans, des transactions corporatives qui ne résisteraient pas à un examen minutieux, mais plus important encore, la preuve de pourquoi tu as été obligé de m'abandonner. Les mains d'Alexandre se figèrent sur la mallette. Les menaces contre ma mère n'étaient pas aléatoires, n'est-ce pas ? Gabriel se pencha en avant, sa voix devenant un murmure. Quelqu'un voulait te détruire, prendre tout ce que tu avais construit, et ils nous ont utilisés pour le faire. Les mots frappèrent Alexandre comme un coup physique. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, les terrains bien entretenus de son domaine s'étendant devant lui, témoignage de tout ce qu'il avait accompli et de tout ce qu'il avait sacrifié pour le conserver. « Je dois voir ce qu'il y a sur cette clé, » dit-il enfin, sa voix rauque. Tout en temps voulu. Gabriel répondit, « D'abord, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Victor Delgado. » Alexandre se tourna brusquement au nom. « Qu'en est-il de lui ? Il t'a observé toutes ces années, planifiant, attendant. Penses-tu vraiment qu'il accepterait simplement ce que tu lui as fait auparavant ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Sarah réapparut. « Monsieur, il y a une situation au bureau qui nécessite votre attention immédiate. Le conseil demande une réunion d'urgence concernant les fluctuations des actions de ce matin. » Alexandre jeta un coup d'œil à Gabriel, qui sourit de manière rassurante. « Allez-y, » dit le jeune homme. « Nous avons le temps de terminer cette conversation, » répondit Gabriel. « Je ne vais nulle part, père. » Alors qu'Alexandre quittait la pièce, le sourire de Gabriel s'estompa. Il sortit son téléphone, tapant un message rapide. Il demande la clé. Passage à la phase 2. La réponse arriva presque immédiatement, bien. Ne dévie pas du plan. Gabriel fixa la photographie toujours posée sur la table, la famille heureuse qu'il prétendait faire partie. Un doute momentané s'insinua dans son esprit, la véritable douleur dans les yeux d'Alexandre, le poids de 20 ans de culpabilité. Ce n'était pas ce qu'il avait attendu. L'homme que Victor avait décrit était un monstre sans cœur, mais la réalité était plus complexe.
Se tenant à la fenêtre, Gabrielle regarda la voiture d'Alexandre s'éloigner du manoir. Les pièces étaient toutes en place, le piège prêt à se refermer, mais quelque chose le retenait. Un sentiment grandissant qu'il manquait une pièce cruciale du puzzle. Les plans de Victor étaient élégants et calculés, mais une question persistait dans l'esprit de Gabrielle. Si le véritable fils devait être sourd et muet, pourquoi personne n'en avait parlé dans aucun des documents? L'écran de l'ordinateur portable diffusait une lueur bleue sur le visage de Marcus alors qu'il s'asseyait dans son petit bureau à domicile. La clé USB de sa mère s'était enfin connectée après toutes ces années. Madame Rosa était allée se coucher des heures auparavant, mais le sommeil était la dernière chose à laquelle il pensait. Ses doigts volaient sur le clavier, décryptant des fichiers qui attendaient depuis 2 décennies d'être découverts. Ce qu'il trouvait lui glaçait le sang. Des dossiers financiers, des emails, des photos de surveillance, une trace numérique documentant la destruction systématique de l'empire commercial de Victor Delgado. Mais plus important encore, il y avait des documents prouvant que Thomson Industries avait été bâti sur une base d'espionnage industriel et de sabotage stratégique. Parmi les fichiers se trouvait une vidéo qui fit que Marcus s'arrêta. Il cliqua sur lecture et le visage de sa mère apparut à l'écran. Elle avait l'air nerveuse, jetant constamment un coup d'œil par-dessus son épaule pendant qu'elle enregistrait le message. Bien qu'il ne puisse pas entendre ses mots, des années de lecture de lèvres lui permettaient de comprendre la plupart de ce qu'elle disait. « Mon cher fils, commença-t-elle, si tu regardes ceci, alors mes pires craintes se sont réalisées. Alexander n'est pas l'homme que je pensais avoir épousé. Le succès de l'entreprise est bâti sur des ruines. Victor Delgado n'était pas la seule victime, il y en avait d'autres, tellement d'autres. » Marcus se pencha plus près de l'écran, son cœur battant alors qu'il lisait ses prochains mots. Mais il y a autre chose, quelque chose qu'Alexander ne sait même pas. La nuit de l'accident, ce n'était pas un accident du tout. J'ai trouvé des preuves. La vidéo se coupa brusquement. Marcus se recula, l'esprit en ébullition. Il ouvrit un autre fichier, cette fois une série de photographies montrant Victor Delgado rencontrant diverses personnes au fil des ans. Les photos les plus récentes étaient datées de quelques semaines auparavant, montrant Delgado avec un jeune homme qui ressemblait remarquablement à Marcus lui-même. Le message antérieur de Tom à propos du gala prenait soudain une nouvelle signification. Marcus consulta à nouveau la couverture médiatique, étudiant le visage de l'homme prétendant être le fils de Thomson. La ressemblance était frappante, ils auraient pu être jumeaux. Mais pourquoi? Quel était le jeu de Delgado? Une notification apparut sur son écran, un email d'un expéditeur anonyme. L'objet fit battre son cœur plus fort, ta mère connaissait la vérité. Le contenu était une seule ligne. Rencontre-moi au belvédère de la Tour Eiffel demain à 10h. Viens seul. Marcus fixa le message, pesant ses options. Cela pourrait être un piège, mais cela pourrait aussi être sa chance de comprendre toute l'histoire. Il regarda de nouveau la photo de sa mère, se rappelant la détermination dans ses yeux alors qu'elle enregistrait son avertissement. Un mouvement dehors à sa fenêtre attira son attention. À travers le rideau, il remarqua une voiture garée en face de la rue, la même qu'il avait repérée plus tôt dans la journée au garage. Quelqu'un l'observait. Pris de décision, Marcus commença à taper. Il créa un document détaillé combinant tout ce qu'il avait découvert avec la lettre et la vidéo de sa mère. Il travailla toute la nuit et un plan commença à se former dans son esprit. L'imposteur au gala n'avait pas seulement volé son identité, il faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui menaçait de détruire plus de vies qu'Alexander Thomson. Madame Rosa le trouva encore éveillé à l'aube, entouré de tirages et de notes. Elle jeta un coup d'œil à son visage et sut que quelque chose avait changé. « Je dois aller à Paris », signa-t-il, « mais d'abord, j'ai besoin de ton aide. » Ensemble, ils commencèrent à se préparer. Madame Rosa sortit une boîte de vieux journaux qu'elle avait collectionnés au fil des ans. Chaque article sur Thomson Industries, chaque mention d'Alexander Thomson ou Victor Delgado. En les étalant sur le sol, des motifs émergèrent que même 20 ans de journalistes d'investigation avaient manqué. Marcus pointa une photographie d'il y a 15 ans, un gala de charité où Alexander Thomson se tenait avec d'autres dirigeants d'entreprise en arrière-plan. À peine visible, il y avait Victor Delgado, son expression sombre avec une haine à peine dissimulée. Il planifie cela depuis des années, signa Marcus à Madame Rosa, et cet homme au gala, l'imposteur, ce n'est qu'un pantin. Madame Rosa toucha son bras, son expression inquiète. « Que vas-tu faire » Marcus répondit avec fermeté, « Je vais révéler la vérité, toute la vérité. Mais pas par vengeance, mais pour la justice,
pour tous ceux qui ont été blessés par leur jeu. Il se retourna vers son ordinateur portable, ouvrant des informations sur la prochaine assemblée des actionnaires de Thomson Industries dans 3 jours. Alexander Thomson allait annoncer une restructuration majeure de l'entreprise, le moment parfait pour Delgado de mettre en place le piège qu'il avait préparé depuis 2 décennies. Mais d'abord, Marcus avait un mystère à résoudre. Ils rouvrirent l'email, étudiant la demande de rencontre. Le lieu, le belvédère, n'était pas choisi au hasard. C'était l'endroit où sa mère avait été vue pour la dernière fois en vie. Quelqu'un essayait de lui dire quelque chose qui était enterré depuis 20 ans. Le brouillard matinal s'épaissit autour de la tour Eiffel, enveloppant le belvédère d'un voile fantomatique. Marcus arriva tôt, garé avec sa moto là où il pouvait observer les véhicules qui approchaient. Il avait choisi la moto pour sa maniabilité. S'il s'agissait d'un piège, il voulait une issue rapide. La vue devant lui était à la fois belle et inquiétante. Quelque part sur cette route sinueuse, sa mère avait été vue pour la dernière fois en vie. Le rapport officiel affirmait qu'elle avait perdu le contrôle de sa voiture, mais la vidéo de sa mère suggérait une vérité plus sombre. Marcus toucha la petite caméra qu'il avait dissimulée dans sa veste. Chaque moment de cette rencontre serait enregistré. Une Mercedes noire élégante entra dans le parking précisément à 10 heures. Les mains de Marcus se crispèrent sur la rampe alors qu'une femme émergeait, âgée mais élégante, ses cheveux argentés balayés en un chignon sophistiqué. Il la reconnut immédiatement sur les vieilles photographies, Elena Martinez, la droite de Victor Delgado depuis plus de 30 ans. Elle s'approcha lentement, ses talons claquant contre le pavé. Lorsqu'elle l'atteignit, elle sortit une tablette et commença à taper. Le message qui apparut était inattendu. « Je connaissais ta mère. Elle me faisait confiance avec des informations qui l'ont fait taire », écrivit-elle. Marcus étudia le visage d'Elena avant de répondre par écrit « Pourquoi maintenant ?» Les doigts d'Elena se déplacèrent à nouveau sur la tablette. « Parce que Victor est allé trop loin. Ce n'est plus une question de justice, mais de destruction. Ta mère n'aurait pas voulu ça. » Un bus touristique entra au belvédère, déversant un groupe de touristes bavards. Elena les regarda nerveusement avant de continuer à taper. « Victor ne sait pas que je suis ici. Il pense que je suis toujours loyal, mais ta mère m'a fait promettre de te protéger si les choses tournaient mal. » Le cœur de Marcus battait la chamade alors qu'il lisait son prochain message. « La nuit où elle a disparu, Maria a laissé quelque chose pour toi, quelque chose que ni Victor ni Alexander ne connaissent. Un coffre-fort à la Banque nationale de Paris en centre-ville. » Le brouillard commençait à se dissiper légèrement, révélant les tours majestueuses de la tour Eiffel. Elena sortit une petite enveloppe de son sac, contenant une clé et une séquence de numéros pour le coffre. « Sois prudent, tapaté-elle. Victor a des yeux partout. Le jeune homme qui prétend être toi, Gabriel Martinez, c'est mon petit-fils. Victor le prépare pour ce rôle depuis son enfance, l'utilisant comme une arme de vengeance, mais Gabriel ne connaît pas toute la vérité. » Un SUV noir apparut à l'entrée du belvédère, avançant lentement. L'expression d'Elena changea en alarme. « Nous sommes surveillés, tapaté-elle rapidement, prends ce téléphone jetable. Je te contacterai quand ce sera sûr. Ne fais confiance à personne, pas même à Alexander. La vérité sur la disparition de ta mère est pire que tu ne l'imagines. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta pour taper un dernier message. « Ta mère avait des preuves qui auraient pu faire tomber à la fois Victor et Alexander. C'est pourquoi elle a dû être réduite au silence, mais elle était plus intelligente qu'il ne le pensait. Elle a laissé une piste pour toi à suivre. » Alors qu'Elena retournait à sa voiture, Marcus remarqua 2 hommes en costume sombre sortir du SUV. Ils tentaient d'avoir l'air décontractés, mais leurs oreillettes et leur posture rigide trahissaient leur but. Il attendit que la Mercedes d'Elena disparaisse au tournant avant de passer à l'action, démarrant sa moto. Marcus s'éloigna dans la direction opposée, slalomant à travers le trafic avec aisance. Dans son rétroviseur, il vit le SUV tenter de le suivre, mais le trafic du matin travaillait en sa faveur. Lorsqu'il atteignit le centre-ville, il avait perdu sa trace. Trouvant un endroit calme dans un parking souterrain, Marcus examina la clé de plus près. Un microchip minuscule était intégré à sa poignée, du genre utilisé dans les systèmes de haute sécurité il y a 20 ans. Sa mère n'avait pas seulement laissé des preuves, elle avait laissé une piste numérique que lui seul, avec son expertise en mécanique et en technologie, pouvait suivre. Le téléphone jetable vibra avec un texto, « Le coffre-fort est une diversion. Les hommes de Victor surveilleront la banque. Les vraies preuves sont ailleurs. Seul un fils penserait à... Pense à ton dernier souvenir heureux avec elle. »
Marcus ferma les yeux, laissant son esprit revenir au parc de Paris, au jardin botanique, le cerf-volant volant haut contre le ciel bleu. Mais il y avait autre chose, un détail minuscule qui l'avait toujours intrigué. Ce matin-là, sa mère l'avait emmené dans son restaurant préféré, insistant pour qu'il prenne une photo devant une vieille boîte à musique. Le souvenir s'emboîta. La boîte à musique était maintenant dans le manoir Thompson, faisant partie de sa vaste collection d'antiquités restaurées. Le dernier message de sa mère n'était pas dans un coffre de banque, il était caché à l'intérieur d'une pièce de la collection précieuse de son père, attendant d'être trouvé depuis 2 décennies. Les résultats du test ADN reposaient inactifs sur le bureau d'Alexander Thompson, projetant une longue ombre sur la surface polie. Gabriel était assis dans un des fauteuils en cuir, observant son supposé père parcourir l'étude. La lumière du matin attrapait l'argent dans les cheveux d'Alexander, soulignant à quel point les derniers jours l'avaient vieilli. « Tu ne vas pas l'ouvrir ?» demanda Gabriel, luttant pour garder sa voix stable. Victor l'avait assuré que les résultats seraient traités, mais le doute rongeait sa conscience. Plus il passait de temps avec Alexander, plus il devenait difficile de maintenir la tromperie. Alexander prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. « Parle-moi du cerf-volant » dit-il à la place, sa voix douce. Ce jour-là au parc, de quelle couleur était-il? La réponse préparée de Gabriel resta coincée dans sa gorge. Ce n'était pas dans le dossier de Victor, pas dans le script qu'il avait mémorisé. C'était si longtemps auparavant, il hésita. Le cerf-volant était jaune. Alexander continua, observant attentivement le visage de Gabriel avec des rayures rouges. « Tu as insisté sur cette combinaison parce que c'était les couleurs préférées de ta mère. Tu portais un pull bleu ce jour-là, même s'il faisait trop chaud. Maria n'a pas pu te convaincre de l'enlever. » De la sueur perlait sur le front de Gabriel. Ces détails n'étaient sur aucune photographie, ne faisaient pas partie du dossier que Victor lui avait donné. Il chercha son verre d'eau, gagnant du temps pour réfléchir. Monsieur Thompson interrompit depuis l'embrasure de la porte. « Les membres du conseil sont rassemblés dans la salle de conférence, ils demandent une mise à jour sur la situation familiale. » Alexander hocha la tête, posant l'enveloppe non ouverte. « Nous continuerons plus tard, » dit-il à Gabriel, « installe-toi. Ma maison est ta maison, après tout. » Une fois seul, Gabriel se dirigea rapidement vers le bureau d'Alexander, cherchant les résultats du test ADN. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe et en scannant le contenu. Son cœur faillit s'arrêter. Ce n'étaient pas les résultats falsifiés que Victor lui avait promis, c'était réel et confirmait ce qu'il commençait à suspecter. Il n'était pas le fils d'Alexander Thompson. Gabriel sortit son téléphone pour appeler Victor, mais hésita. Les derniers jours lui avaient montré un autre côté d'Alexander Thompson, pas le monstre sans cœur décrit par Victor, mais un homme hanté par ses choix passés. Le poids de sa tromperie devenait soudain insupportable. Se tournant vers la fenêtre, Gabriel remarqua une moto arrivant à l'entrée de service du manoir. Les mouvements du conducteur attirèrent son attention, il y avait quelque chose de familier, rappelant les photos de surveillance que Victor lui avait montrées du véritable fils. Son téléphone vibra avec un texto de Victor, « La phase 3 commence demain, sois prêt. » Une vidéo était jointe, montrant Alexander Thompson dans une vive dispute avec Victor il y a 20 ans. L'audio était clair, « Ton fils pour ton silence, c'est l'accord Alexander, sinon tout brûle. » Gabriel s'effondra dans le fauteuil en cuir, son monde basculant sur son axe. Il avait accepté ce plan en croyant qu'il aidait à exposer un homme d'affaires corrompu, mais la vérité était bien plus complexe. Victor ne lui avait pas seulement donné un rôle à jouer, il avait rendu Gabriel complice d'une vendetta vieille de plusieurs décennies. Le son de pas dans le couloir le fit lever la tête. À travers l'embrasure de la porte de l'étude, il aperçut Gabriel revenant, le visage troublé. Leurs yeux se rencontrèrent de l'autre côté de la pièce, reconnaissance vacillant entre eux comme un courant électrique. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Ils étaient des reflets l'un de l'autre, l'un élevé dans le silence et l'ombre, l'autre formé pour un rôle qu'ils n'avaient jamais choisi. Le poids de 20 ans de secret pendait dans l'air entre eux, puis Gabriel fit quelque chose d'inattendu. Il ferma la porte de l'étude et verrouilla la serrure. « Le vrai fils » dit-il simplement. Marcus hocha la tête, sortant son téléphone pour taper. « Et toi, imposteur de Victor, ça ne marche plus. » La voix de Gabriel était ferme, « Ma grand-mère Helena m'a dit de te trouver. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur l'assemblée des actionnaires de demain. Victor prépare quelque chose de grand, quelque chose qui va au-delà de la simple vengeance. » Avant que Marcus ne puisse répondre, une alerte apparut sur leur téléphone, interrompant la conversation.
Les nouvelles affichaient le visage d'Alexander Thomson accompagné d'un titre qui leur fit glacialiser le sang. Le PDG de Thomson Industries révèle une vérité choquante sur les pratiques passées de l'entreprise. Réunion d'urgence du conseil convoquée dans la salle de conférence. Alexander Thomson se tenait devant son conseil, les résultats du test ADN enfin ouverts sur la table devant lui. Il y a 20 ans, il commença, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains, « J'ai pris des décisions qui ont déclenché des événements que je ne peux plus contrôler. Il est temps que la vérité soit révélée. » Mais la vérité qu'il allait révéler n'était qu'une partie de l'histoire. Dans son étude, son vrai fils détenait des preuves qui ébranleraient les fondations non seulement de Thomson Industries, mais aussi d'un réseau entier de pouvoir et de corruption opérant dans l'ombre depuis des décennies. Victor Delgado regardait les nouvelles concernant l'annonce de Thomson depuis son bureau pentouze, son expression impassible. Sur son bureau se trouvaient des photographies couvrant 2 décennies, des photos de surveillance de Gabriel grandissant, Elena avec le jeune Gabriel, Alexander à divers événements d'entreprise, 20 ans de planification, d'attente, tout menant à ce moment. Son téléphone vibra avec un message urgent d'Elena. Gabriel ne répond pas, quelque chose ne va pas. Les doigts de Victor se crispèrent autour de l'appareil. Il avait remarqué des changements subtils dans le comportement de son petit-fils récemment, une hésitation là où il devrait y avoir de la détermination. Dans l'étude de Thomson, Marcus et Gabriel travaillaient rapidement pour documenter le contenu du journal de Maria. Chaque page révélait une nouvelle couche d'une conspiration allant bien au-delà de la rivalité d'entreprise. Noms de politiciens, de juges, de dirigeants d'entreprise, tous connectés par un réseau de transactions corrompues et de chantage mutuel. « Ma grand-mère », dit Gabriel en regardant Marcus photographier les pages, elle a protégé ces informations tout ce temps, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle m'a élevé proche de Victor. Marcus tapa sa réponse, ta grand-mère était la meilleure amie de ma mère. Elle jouait à un long jeu, attendant le bon moment. Les dernières pages du journal contiennent des comptes offshore, des sociétés écrans et une opération complexe de blanchiment d'argent impliquant des dizaines de personnalités influentes. Mais c'était la dernière entrée qui fit que les 2 jeunes hommes s'arrêtèrent, une lettre adressée à Alexander Thomson, datée du jour avant que la voiture de Maria ne sorte de la route. « Mon cher Alexander, commença-t-il, au moment où tu lis ceci, j'aurai pris des mesures pour protéger notre fils. Ce que j'ai découvert dépasse toi et Victor. Il y a des gens impliqués qui ne s'arrêteront devant rien pour garder leurs secrets enfouis. Les preuves sont cachées là où seul notre fils peut les trouver. Il a ton talent pour les machines et ma passion pour la vérité. Lorsqu'il sera prêt, il comprendra. » La porte de l'étude se mit soudainement à claquer, suivie de la voix d'Alexander. « Gabriel, es-tu là ?» Les 2 jeunes hommes échangèrent un regard. Gabriel se déplaça vers la porte tandis que Marcus rassemblait rapidement les preuves, les glissant dans son sac messager. À travers la fenêtre de l'étude, il vit plusieurs SUV noirs se garer à l'entrée du manoir. Un instant plus tard, Gabriel appela, le service de garage est pris en charge. Puis il se tourna vers Marcus, l'ascenseur de service mène au niveau du garage. Ici, il écrivit rapidement un code sur un morceau de papier. Ça te permettra de passer la sécurité. Ma grand-mère a préparé une maison sûre. Marcus hésita, puis tapa, viens avec moi. Aide-nous à révéler la vérité. La poignée de porte se tourna de nouveau, plus insistantement cette fois. L'expression de Gabriel montrait sa lutte interne. Années de conditionnement se heurtaient à une nouvelle clarté. Je vais créer la diversion, décida-t-il, mais d'abord, tu dois savoir que l'assemblée des actionnaires de demain ne concerne pas seulement Thomson Industries. Le plan de Victor allait plus loin, il allait utiliser le réseau de communication globale de l'entreprise pour diffuser des informations sensibles sur tous les impliqués dans la conspiration. L'impact économique serait catastrophique. Les voix des agents de sécurité se mêlèrent à celles d'Alexander à la porte. Gabriel remit rapidement la boîte à musique en position et redressa sa cravate. « Allez !» fit-il signe à Marcus, qui se glissa par l'entrée de service juste au moment où Gabriel ouvrait la porte principale. « Désolé pour le retard », dit Gabriel en douceur à Alexander et à l'équipe de sécurité, « j'admirais simplement cette vieille boîte à musique. »« Remarquable », répondit Alexander, son regard balayant la salle, notant les signes subtils de perturbation. En effet, elle détient quelques secrets. Mon téléphone vibrait avec un message de Victor exigeant des mises à jour, mais un autre message apparut d'un numéro inconnu, la maison serait compromise. Victor sait. Rencontre-toi sur le site original. Marcus démarra sa moto, l'épreuve sécurisée dans son sac, tandis qu'il roulait dans les rues de Paris.
Son esprit était en ébullition de possibilités. Le journal de sa mère n'avait pas seulement exposé la corruption, il avait révélé une vérité sur le pouvoir et la responsabilité que Victor et Alexander n'avaient pas su comprendre. Le soleil se couchait sur la Seine, projetant de longues ombres sur la ville. Dans moins de 24 heures, l'assemblée des actionnaires commencerait, le plan de Victor serait en marche, et quelque part dans les ténèbres grandissantes, Elena Martinez se préparait pour une confrontation de 20 ans de préparation. Marcus toucha la cicatrice derrière son oreille, ressentant le poids du dernier message de sa mère. La vérité n'est plus seulement une question de justice, c'est une question de choisir quel genre de personne il veut être. Le lever du soleil peignait la skyline parisienne en nuances d'or alors qu'Elena Martinez traversait les jardins botaniques. C'est ici que tout avait commencé, où Maria avait découvert les preuves qui mettraient ces événements en mouvement. Maintenant, 20 ans plus tard, cela allait se terminer ici. Elle s'assit sur le même banc où elle et Maria avaient passé d'innombrables après-midi à regarder leurs enfants jouer. Le souvenir de ces jours-là ressemblait à un rêve maintenant. Gabriel et Marcus couraient à travers les jardins, inconscients de la tempête qui se préparait autour d'eux. Son petit-fils n'était qu'un enfant alors, avant que Victor ne le façonne en un instrument de vengeance. Son téléphone vibra avec un message de Marcus, temps d'arrivée estimé, 10 minutes. Un autre message suivit rapidement, Gabriel arrive aussi, il veut t'aider. Le cœur d'Elena se serra. Elle avait passé 20 ans à jouer un jeu dangereux, maintenant maintenir la confiance de Victor tout en préservant secrètement les preuves de Maria. Elle avait élevé Gabriel en sachant qu'un jour il devrait choisir entre la loyauté envers Victor et la vérité sur son rôle dans cette conspiration. Au siège de Thomson Industries, Alexander faisait face à son reflet dans la vitre de son bureau, la ville s'étendant en dessous, encore en train de se réveiller, se préparant à ce qui allait devenir une journée historique. Les journaux du matin couvraient déjà des histoires sur son annonce choc au conseil, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait vraiment arriver. Il ouvrit son coffre-fort, retirant un dossier qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis 2 décennies. À l'intérieur, il y avait des documents qui pourraient tout détruire, non seulement son entreprise, mais tout le réseau de pouvoir et d'influence que Victor avait menacé d'exposer. Ses doigts effleurèrent une petite photographie glissée à l'intérieur, Maria avec le jeune Marcus, leur dernier moment heureux ensemble. L'interphone bourdonna. La voix tendue de Sarah Ross, Victor Delgado est ici, il exige de te voir. Alexander redressa sa cravate, redressant ses épaules. Fais-le entrer. Victor entra comme un nuage de tempête, ses cheveux argentés impeccables malgré leur matinale. Tu fais une erreur, Alexander, dit-il. Pense à ce que tu risques. Non, Victor, rétorqua Alexander. L'erreur a été faite il y a 20 ans quand nous avons laissé notre ambition surpasser notre humanité, quand nous avons laissé une femme innocente prendre le châtiment pour nos crimes. Le rire de Victor était glacial. Humanité ? Tu as abandonné ton propre fils sur une route déserte et maintenant tu veux jouer le rôle du pécheur repentant ? Je n'ai jamais voulu tout cela, dit Alexander, sa voix se brisant légèrement. Maria essayait de protéger tout le monde, pas seulement moi, mais aussi tous les innocents qui seraient blessés quand la vérité éclaterait. Victor s'approcha, sa voix devenant un murmure dangereux. La seule vérité qui compte, c'est le pouvoir. Dans 1 heure, l'assemblée des actionnaires commence. Mon équipe a le contrôle de ton réseau de communication global. Tout, chaque secret sale, chaque accord corrompu, chaque personne impliquée sera exposée au monde. Des milliers d'employés innocents perdront leur emploi. Alexander tenta d'argumenter sur l'impact économique et les dommages collatéraux, mais Victor le coupa, juste comme Maria, c'était des dommages collatéraux, tout comme ton fils était censé l'être. Pendant ce temps, dans les jardins botaniques, Marcus et Gabriel arrivèrent de directions différentes, convergeant vers la position d'Elena. Les joggeurs du matin et les premiers touristes n'accordaient aucune attention à leur réunion silencieuse. La maison sûre avait été compromise. Elena assigna à Marcus la parole à haute voix pour le bénéfice de Gabriel. Les hommes de Victor attendaient, il a dû comprendre ce que Maria avait caché dans la boîte à musique. Le journal est en sécurité, assura Gabriel, mais il y a autre chose que tu dois savoir. L'assemblée des actionnaires n'est pas seulement une question de révéler la vérité. Le plan de Victor consiste à utiliser le réseau de l'entreprise pour diffuser des données sensibles sur tous les impliqués dans la conspiration. L'impact économique serait catastrophique. Marcus sortit son téléphone et tapa rapidement, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Le journal de ma mère, elle ne rassemblait pas seulement des preuves de corruption, elle cherchait un moyen d'exposer la vérité sans détruire des vies innocentes.
Elena hocha la tête, sortant de son sac une dernière preuve, une petite clé USB. Ta mère a créé un plan de secours, expliqua-t-elle, une façon d'exposer les coupables tout en protégeant les innocents. Je l'ai encodé dans l'architecture logicielle originale de l'entreprise, cachée si profondément que même les meilleurs hackers de Victor ne la trouveraient pas. Le soleil du matin montait plus haut alors qu'ils formulaient leur plan. Dans moins d'une heure, l'assemblée des actionnaires commencerait. L'équipe de Victor tenterait de prendre le contrôle du réseau de communication, sans savoir que le plan de secours de Maria était prêt à être activé. Marcus fixa le vieux banc où sa mère s'était assise autrefois, se rappelant des fragments de ce dernier jour, ses mains douces lui montrant comment plier un avion en papier, son sourire teinté de tristesse alors qu'elle le photographiait près de la boîte à musique. Elle savait ce qui arrivait, elle s'était préparée à ce moment bien avant que quiconque ne comprenne les enjeux. Son téléphone s'illumina avec un dernier message de Madame Rosa, « Souviens-toi de ce que ta mère disait toujours, la vérité sans compassion n'est qu'une autre forme de cruauté. » Le centre de conférence de Thomson Industries bourdonnait de tension alors que les actionnaires et les membres du conseil affluaient pour la réunion d'urgence. La sécurité était renforcée, des gardes positionnés à chaque entrée. Dans la salle de contrôle technique, l'équipe de Victor attendait attentivement son signal, leurs doigts au-dessus des claviers. Sarah Ross se déplaçait efficacement à travers les préparatifs, sa tablette affichant un flux constant de mise à jour. Mais sa sérénité habituelle faiblit lorsqu'elle remarqua une anomalie dans les journaux de sécurité du bâtiment, plusieurs points d'accès avaient été déclenchés simultanément, pourtant rien n'apparaissait sur les caméras. Alexander Thompson se préparait à affronter la foule, l'épreuve du journal de Maria lourde dans sa mallette, avec 2 décennies de secrets sur le point d'être révélés. Son téléphone affichait un message cryptique, « Fais confiance au système qu'elle a construit ». Victor Delgado regardait depuis le salon exécutif, un verre de scotch intact devant lui. Son plan était parfait, le couronnement de 20 ans de patience et de calcul, pourtant quelque chose n'allait pas. Elena ne répondait pas à ses appels et le dernier rapport de Gabriel avait été suspectement vague. À travers les couloirs de service, Marcus se déplaçait silencieusement, sa connaissance des systèmes mécaniques l'aidant à naviguer dans la structure du bâtiment. Gabriel avait fourni des plans détaillés marquant les points d'accès critiques à la salle des serveurs principaux. La clé USB d'Elena semblait lui brûler un trou dans la poche. Dans le hall principal, Gabriel ajusta sa cravate, jouant son rôle une dernière fois. Les membres du conseil hochaient la tête, désormais familiers avec le visage du prétendu héritier de Thomson, mais son attention était focalisée sur les signaux subtils autour de lui, la position de l'équipe de sécurité de Victor, l'énergie nerveuse du personnel technique. La voix d'Elena résonna dans son écouteur, le programme de secours doit être téléchargé directement sur le serveur principal. Marcus, tu es en position? Oui, mais grand-mère, qu'est-ce que tu ne nous dis pas sur la disparition de maman? Il y eut une longue pause avant qu'Elena ne réponde, certaines vérités peuvent attendre. En ce moment, concentre-toi sur l'empêchement de Victor de détruire des milliers de vies. La salle principale du centre de conférence se remplissait rapidement, les journalistes affluant dehors attirés par les rumeurs de l'annonce choquante d'Alexander Thompson. Sur plusieurs écrans, des réseaux d'information financière spéculaient sur l'avenir de l'entreprise. La voix de Sarah Ross résonna dans le système de communication interne, 5 minutes avant le début. Toutes les équipes de sécurité, état des lieux. Marcus atteignit la porte extérieure de la salle des serveurs. Ses doigts volaient sur le clavier avec le code fourni par Gabriel. À l'intérieur, 2 spécialistes techniques de Victor levèrent les yeux, surpris, avant qu'ils ne puissent réagir. Les lumières de la salle vacillèrent et les protocoles d'urgence furent engagés. La diversion d'Elena était à l'heure. Dans la confusion, Marcus se précipita vers la console principale. La clé USB se connecta sans problème, son contenu commençant à se télécharger sur son téléphone. Des lignes de code défilèrent rapidement, le programme de secours de Maria prenait vie. Après 20 ans de préparation, Gabriel se tenait à l'entrée de la salle principale, scrutant la foule. Son écouteur craquait avec la voix de Victor. « Commence la séquence maintenant ». Au lieu de répondre, Gabriel leva les yeux vers le balcon privé où Victor regardait. Leurs regards se croisèrent à distance, et en ce moment, Victor comprit que son plan parfait avait une faille fatale. Alexander Thompson monta sur scène. Le projecteur illuminait sévèrement ses traits vieillissants. Il y a 20 ans, il avait commencé sa carrière. Sa voix était ferme, une série de choix avait été faits, changeant de nombreuses vies à jamais. Aujourd'hui, il faisait face à un autre choix dans la salle des serveurs de chez.
Le téléphone de Marcus affichait un message de complétion. Le système de secours avait été téléchargé, mais venait maintenant la partie cruciale. L'activation nécessitait une autorisation simultanée de plusieurs points dans le bâtiment. Elna s'était positionnée à un endroit, Gabriel à un autre, et le troisième point se trouvait dans le bureau d'Alexandre où Sarah Chen attendait leur signal. La voix de Victor transperça tous leurs écouteurs, « Arrêtez-les, sécurisez le bâtiment ». Mais il était trop tard. Les écrans du centre de conférence clignotèrent, puis affichèrent un visage familier, Maria Santos, 20 ans plus jeune, regardant directement la caméra. « Si vous voyez ceci, commença-t-elle, le système de secours a été activé. Ce qui suit est la vérité, non seulement sur les industries Thomson, mais aussi sur le choix entre justice et vengeance, entre exposition et responsabilité. » La salle se tut tandis que le message de Maria continuait. Ces mots traversaient 2 décennies pour toucher le moment présent. Dans son visage, chacun pouvait voir les échos de Marcus et Gabriel, ses fils façonnés par ses choix et son sacrifice. Alexandre serra le podium jusqu'à blanchir ses jointures, Victor resta figé dans le balcon, et à travers tout le bâtiment, le programme de secours de Maria commença son œuvre, non pas pour détruire le système comme Victor l'avait prévu, mais pour le transformer en quelque chose qu'elle avait imaginé il y a 20 ans, un mécanisme de vérité protégeant les innocents tout en tenant les coupables responsables. Le visage de Maria remplissait chaque écran du centre de conférence des industries Thomson, son message enregistré résonnant dans le silence stupéfait. L'horodatage montrait qu'il avait été enregistré quelques jours avant son ultime route sur l'autoroute côtière, les preuves qu'elle avait rassemblées. Elle continua, cela révèle un schéma de corruption qui va bien au-delà de la fraude d'entreprise, mais plus important encore, montre comment le pouvoir peut nous aveugler à notre propre humanité. Alexandre et Victor, autrefois amis et partenaires dans la construction de quelque chose de significatif, avaient vu leur ambition les transformer en ennemis. Cette rivalité avait presque détruit un enfant innocent dans la salle des serveurs. Marcus regardait le message de sa mère avec des larmes aux yeux. Bien qu'il ne puisse pas entendre ses mots, l'intensité de son expression en disait long. Le programme de secours continuait son travail, traitant systématiquement et catégorisant 2 décennies de données cachées. La voix de Victor grésilla sur le canal de sécurité, sécuriser le bâtiment, arrêter cette diffusion. Mais son propre équipe de sécurité restait figée devant les écrans, leur loyauté vacillant alors que le message de Maria se poursuivait. Le système de secours que j'ai créé, expliqua Maria, n'est pas conçu pour la vengeance, mais comme un système de responsabilité. Chaque transaction, chaque décision, chaque action prise par ceux au pouvoir sera transparente, mais il protège les innocents, les employés, leurs familles, les communautés qui dépendent de la stabilité des entreprises. Alexandre s'avança, les mains tremblantes, vers l'écran le plus proche. « Maria, murmura-t-il, tu savais tout ce temps, tu savais que ce jour viendrait. » Gabriel apparut à ses côtés, ne jouant plus un rôle mais se tenant comme lui-même. « Elle n'était pas la seule à savoir, » ajouta-t-il. « Ma grand-mère Elna a protégé son héritage, attendant le bon moment. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Elna Martinez entra dans la salle de conférence. Le visage de Victor se tordit de rage en reconnaissant la clé USB dans sa main, identique à celle que Marcus avait utilisée à l'étage. « Le système de secours nécessite 3 clés, » annonça Elna, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Une de Marcus, le fils de Maria qui a hérité de sa passion pour la vérité, une de Gabriel, mon petit-fils qui a choisi la conscience plutôt que la vengeance, et une de moi, son ami, qui a promis de protéger ses 2 fils jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Marcus émergea de l'entrée des services, les rejoignant sur scène. Sa présence causa des ondes dans la foule, sa ressemblance avec le jeune Alexandre Thomson était indéniable. Utilisant la langue des signes que Elna traduisait, il s'adressa à la salle. « Ma mère ne voulait pas de destruction, elle voulait une transformation, ce système. » Il fit un geste vers les écrans où les données affluaient. Il ne s'agit pas d'exposer des secrets, mais de créer une nouvelle transparence qui tient le pouvoir responsable tout en protégeant ceux qui en dépendent. Le rire de Victor trancha le moment, acerbe et amer. « Vous pensez que la transparence changera quelque chose? Le pouvoir corrompt et les gens choisiront toujours leurs propres intérêts. » Gabriel s'avança, faisant face à son grand-père, son père, pour la première fois en tant qu'égal. « Les gens choisissent ce en quoi ils croient. Tu m'as appris que la loyauté compte plus que tout, mais tu n'as jamais compris à quoi ma grand-mère était vraiment fidèle, à la vérité et à l'espoir qu'elle puisse guérir au lieu de détruire. » L'écran changea, montrant des données financières, des dossiers d'entreprise et des preuves de la conspiration qui avaient impliqué Alexandre et Victor.
Mais à chaque révélation correspondait une voie vers la résolution, des moyens de lutter contre la corruption tout en préservant les emplois et la stabilité dont des milliers de personnes dépendaient. C'est ce qu'elle voulait dire, dit Alexandre doucement, la compréhension s'installant dans ses yeux. Le choix n'est pas entre cacher la vérité et l'exposer, mais comment nous utilisons la vérité pour construire quelque chose de mieux. Sarah Chen apparut à l'arrière de la scène, sa tablette affichant la confirmation que le programme de secours avait été entièrement activé. Monsieur, s'adressa-t-elle à Alexandre, le système est en ligne. Chaque grand centre financier, organisme de régulation et organisation de presse reçoit le flux de données. Marcus monta au podium, sa présence imposant l'attention malgré son silence. Grâce à la traduction d'Elna, il partagea le dernier message de sa mère, non pas de vengeance mais d'espoir. Le système de secours n'exposait pas seulement des crimes passés, il créait un cadre pour une responsabilité future. Dans le balcon, la main de Victor se dirigea vers la poche de sa veste où un petit appareil attendait, son plan de contingence final. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la voix de Gabriel retentit, les systèmes du bâtiment sont déjà verrouillés par le système de secours. Grand-père, toute tentative d'interférence déclenchera des sécurités supplémentaires. Le soleil du matin perça à travers les fenêtres du centre de conférence, projetant de longues ombres sur la scène où 3 générations se tenaient ensemble. Alexandre affrontait son passé, Marcus revendiquait son avenir et Gabriel choisissait son propre chemin. Les heures suivant la révélation de Maria transformèrent le centre de conférence des industries Thomson en l'épicentre d'un séisme corporatif. Des hélicoptères de presse survolaient alors que des officiels régulateurs arrivaient, leur présence témoignant de l'ampleur des événements du matin. Alexandre Thomson se tenait dans son bureau, observant le chaos contrôlé en contrebas. Le programme de secours avait fait plus que dévoiler la corruption, il avait fourni un plan pour une réforme systématique. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de membres du conseil, partenaires et journalistes, tous cherchant à comprendre les implications de ce qui avait été révélé. Les marchés se stabilisent, rapporta Sarah Chen, lui montrant les dernières données financières. Le programme de Maria ne se contente pas d'exposer les problèmes, il offre des solutions. Dans le centre technique, Marcus travaillait avec les ingénieurs de l'entreprise. Son expertise avec les machines s'avérait inestimable alors qu'ils intégraient le système de secours de Maria dans l'infrastructure corporative. Ses mains se déplaçaient rapidement sur les claviers, mettant en place les sécurités que sa mère avait conçues il y a 2 décennies. Elna le regardait avec fierté, se souvenant de l'enfant effrayé qu'elle avait aidé à protéger toutes ces années auparavant. « Ta mère », signa-t-elle durant un moment de calme, savait que tu comprendrais les machines tout comme elle savait que Gabriel comprendrait les gens. C'est pourquoi elle a conçu le système de secours pour avoir besoin de vous deux. Gabriel s'assit avec sa grand-mère dans le salon exécutif, le poids des décisions et des révélations évident dans sa posture. Toutes ces années, dit-il doucement, tu me préparais à cela, n'est-ce pas? Pas pour la vengeance de Victor, mais pour ce moment. Elna toucha doucement sa main. Maria était ma meilleure amie. Lorsqu'elle a découvert ce dans quoi Victor et Alexandre étaient impliqués, elle a su qu'elle ne pouvait pas simplement l'exposer, cela ferait trop de mal aux innocents. Elle avait besoin de quelqu'un qui pourrait aider à guider la vérité à la lumière, protéger soigneusement ceux qui méritaient d'être protégés. La porte s'ouvrit et Alexandre entra, son visage montrant la tension du matin mais aussi quelque chose d'autre, un soulagement, peut-être, ou de l'espoir. Le conseil m'a officiellement suspendu, annonça-t-il, en attendant une enquête complète, mais ils ont approuvé la mise en œuvre des protocoles de transparence de Maria. Victor a été détenu par les autorités fédérales, sa tentative finale de saper le système de secours a été contrecarrée par les mêmes systèmes de sécurité qu'il avait contribué à mettre en place. Alors qu'il était emmené, ses yeux croisèrent ceux d'Elna dans le hall. À ce moment-là, des décennies d'histoire partagées passèrent entre eux, les choix qui les avaient menés ici, le prix de la loyauté et le pouvoir de la vérité pour guérir de vieilles blessures. Marcus rejoignit le groupe, sa tablette affichant un message, le système de secours est pleinement opérationnel. Chaque transaction, chaque décision sera désormais soumise à une surveillance transparente, mais le système inclut également des protections pour les employés, les fonds de pension et les investissements communautaires. Alexandre se tourna vers son fils, le voyant vraiment pour la première fois. 20 ans de culpabilité et de regret culminèrent en ce moment. Ses mains bougèrent incertainement alors qu'il tentait de signer des phrases basiques qu'il avait apprises en secret depuis que la vérité sur Gabriel l'avait fait tout remettre en question. « Je suis désolé », signa-t-il lentement, les mots inadéquats mais sincères. « Ta mère »,
continua-t-il, elle était la meilleure d'entre nous. Elle voyait ce que nous pouvions devenir, tant dans l'obscurité que dans la lumière. La réponse de Marcus fut à la fois simple et profonde, elle nous a laissé un choix. Nous pouvons utiliser ce moment pour détruire ou pour reconstruire. À travers les fenêtres du centre de conférence, le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la ville. Les bandeaux d'actualité affichaient des gros titres sur les révélations des industries Thomson, mais ils ne racontaient qu'une partie de l'histoire. La véritable transformation se déroulait dans les moments calmes. Alexandre apprenant à communiquer avec son fils, Gabriel découvrant sa véritable vocation, et Elna voyant sa longue veillée enfin porter ses fruits. Sarah Chen apparut avec une mise à jour urgente. Les protocoles de transparence sont adoptés par d'autres grandes entreprises, ils l'appellent la norme Santos, un nouveau cadre pour la responsabilité corporative. À la fin de la journée, Marcus se retrouva de nouveau dans la salle des serveurs, devant les machines qui abritaient désormais l'héritage de sa mère. Sur un écran, son image souriait, une image figée de son dernier message. Il toucha l'écran doucement, comprenant maintenant pourquoi elle avait passé tant de temps à lui enseigner les machines, les brevets, à trouver la vérité dans les espaces calmes entre le chaos. Gabriel le rejoignit, les deux jeunes hommes se tenant côte à côte. Ils n'étaient plus des adversaires ou des imposteurs, mais des partenaires dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Grâce à la traduction d'Elna, ils partagèrent un moment de compréhension silencieuse, les deux fils de Maria Santos à leur manière, tous deux chargés de porter sa vision en avant. 3 mois après la transformation des industries Thomson par le système de secours de Maria, le siège de l'entreprise bourdonnait d'un nouvel élan. La norme Santos, comme l'avaient surnommé les médias, avait déclenché une révolution dans la gouvernance corporative. L'atelier de Marcus au sous-sol était devenu le cœur de cette transformation, où il dirigeait une équipe développant de nouveaux systèmes de transparence et de responsabilité. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres rénovées de l'atelier tandis que Marcus peaufinait une autre implémentation des protocoles de sa mère, ses doigts se déplaçant avec précision sur les machines, chaque ajustement rapprochant sa vision de la réalité. Un tapotement léger sur son épaule le fit lever les yeux pour voir Alexandre, qui avait suivi des cours intensifs de langue des signes. « Comment avance le nouveau système » signa-t-il. Alexandre répondit par des gestes plus confiants maintenant, après des mois de pratique. Leur relation se guérissait encore, bâtie sur de petits moments de compréhension partagés plutôt que sur de grands gestes. Marcus réagit avec une démonstration, montrant comment la dernière version du système de secours pouvait prédire et prévenir les infractions éthiques avant qu'elles ne se produisent. Les yeux de son père s'illuminèrent, comprenant non seulement la technologie mais aussi l'héritage que sa mère leur avait laissé à tous les deux. Dans une autre partie du bâtiment, Gabriel s'asseyait dans ce qui avait autrefois été le bureau de Victor, maintenant transformé en siège de la Fondation Santos. Les murs, autrefois décorés de symboles de pouvoir et de succès, affichaient maintenant des photographies de projets communautaires et d'initiatives éducatives. Il examinait les demandes pour la première série de subventions de la Fondation lorsqu'Elna entra. « Conseil à approuver ta proposition », annonça-t-elle, la fierté évidente dans sa voix. La Fondation supervisera la mise en œuvre de la norme Santos dans toutes les entreprises partenaires. Gabriel sourit, touchant une photographie encadrée sur son bureau, lui-même et Marcus lors du lancement de la Fondation, leur improbable fraternité devenant un symbole de réconciliation. « As-tu eu des nouvelles de lui » demanda-t-il doucement. Elna savait qu'il parlait de Victor, qui coopérait maintenant avec les autorités en échange d'une peine allégée. « Ton grand-père utilise enfin ses connaissances pour aider plutôt que pour nuire. » La porte s'ouvrit de nouveau et Sarah Chen entra avec Madame Rosa, qui avait déménagé à Paris pour être plus proche de Marcus. La femme âgée était devenue un pont inattendu entre le passé et le présent, sa sagesse tranquille aidant à guider la mission de la Fondation. La première promotion des boursiers Santos a été sélectionnée, rapporta Sarah, se référant au programme qui formerait les futurs responsables de l'éthique corporative. 25 étudiants, tous issus de milieux similaires à ceux de Marcus et de sa famille. Madame Rosa se dirigea vers la fenêtre, regardant la silhouette de la ville. Elle signa à Elna, qui traduisit pour Gabriel, « Maria serait fière, non seulement de ce que vous avez construit, mais de ce que vous êtes devenu. » Pendant ce temps, dans la salle de conférence principale, Alexandre était assis avec le nouveau conseil d'administration, son rôle désormais consultatif plutôt qu'exécutif. La transformation de l'entreprise avait été douloureuse mais nécessaire, menant à une organisation plus forte et plus éthique. Les derniers rapports montraient une confiance accrue des investisseurs. La norme Santos est adoptée plus rapidement que prévu, rapporta un membre du conseil.
Les entreprises la voient comme un avantage compétitif. Alexandre hocha la tête, son attention attirée par le prototype d'un nouvel appareil posé sur la table de conférence. La dernière invention de Marcus, conçue pour rendre les communications corporatives accessibles aux employés ayant diverses incapacités. C'était une petite chose, peut-être, mais elle représentait tout ce qu'ils essayaient de construire. Un avenir où aucune voie n'était ignorée, aucune perspective négligée. À la fin de la journée, Marcus et Gabriel se rencontrèrent dans ce qui avait autrefois été le bureau privé d'Alexandre. Le vieux jukebox se tenait toujours dans le coin, maintenant restauré et en état de marche. Marcus l'avait gardé comme rappel de leur début, de la prévoyance de sa mère, de son amour, de sa détermination à protéger ce qui comptait le plus. Gabriel inséra une pièce, et la machine s'anima. Bien que Marcus ne puisse pas entendre la musique, il pouvait sentir les vibrations à travers le verre. C'était la même chanson qui jouait ce jour-là à Paris lorsque Maria avait pris leurs photos devant un jukebox différent. À travers la fenêtre, il pouvait voir Elna et Alexandre dans le jardin en contrebas, profondément engagés dans une conversation. Les deux anciens adversaires avaient trouvé un terrain d'entente dans leur engagement commun à honorer l'héritage de Maria. Le jardin lui-même se transformait en un espace mémorial, non pas un lieu de deuil, mais un témoignage vivant du pouvoir de la vérité et de la réconciliation. Madame Rosa les rejoignit, portant une boîte de vieilles photographies qu'elle avait préservées au fil des ans. Ensemble, ils les parcoururent, chaque image racontant une histoire de résilience, de choix faits et de chemins empruntés. Marcus en trouva une qui le fit s'arrêter, une jeune Maria Santos, debout fièrement devant le bâtiment original des industries Thomson, les yeux brillants de détermination. Elle savait que Gabriel avait appris suffisamment pour communiquer avec son frère et qu'un jour, il serait là, portant son œuvre en avant. Marcus acquiesça, comprenant que leur voyage ne concernait pas seulement l'exposition du passé, mais la construction d'un avenir digne du sacrifice de leur mère. La norme Santos ne changeait pas seulement la façon dont les entreprises fonctionnaient, elle changeait la façon dont les gens percevaient le pouvoir, la responsabilité et les choix qui façonnent nos vies. Un an après la mise en œuvre de la norme Santos, le bâtiment des industries Thomson était devenu un symbole de transformation corporative. Le soleil d'automne projetait de longues ombres sur le jardin mémorial agrandi où Marcus était assis avec une lettre de Victor Delgado dans les mains. La lettre, remise par Elna, contenait quelque chose d'inattendu, une confession complète et des excuses, ainsi que des informations détaillées sur les événements entourant les derniers jours de Maria. Victor, maintenant dans les derniers mois de sa peine réduite, avait finalement choisi de tout révéler. « Ta mère, lisait la lettre, a découvert quelque chose que je pensais enterrer à jamais. Elle a trouvé des preuves qu'Alexandre et moi avions été manipulés par de plus grandes forces, des conglomérats internationaux qui utilisaient notre rivalité pour cacher leur propre corruption. Quand elle a menacé d'exposer tout, ils ont tenté de la faire taire, mais Maria était toujours 3 pas en avance. » Dans son bureau privé, Alexandre lut sa propre copie de la confession de Victor, les mains tremblantes légèrement. La vérité sur cette période était plus complexe qu'il ne l'avait su. Maria n'essayait pas seulement de protéger son fils, elle travaillait à prévenir une conspiration financière mondiale qui aurait dévasté des millions de vies. Gabriel trouva Marcus dans le jardin, tenant sa propre lettre de Victor. Les deux frères avaient développé une capacité étonnante à sentir quand l'autre avait besoin de soutien. Grâce à la langue des signes, maintenant fluide et naturelle entre eux, ils partagèrent les révélations de leur grand-père. Elle savait, signa Gabriel, c'est pourquoi elle a créé le système de secours pour nous nécessiter tous les deux. Elle comprenait que le véritable changement nécessite à la fois une précision technique et une compassion humaine. Elna les rejoignit, portant une petite boîte en bois qui venait d'arriver de la réserve personnelle de Victor. À l'intérieur, des photographies et des documents complétaient l'histoire finale de Maria. Parmi eux se trouvait une entrée de journal datée de la veille de sa dernière route. « Mes chers fils, si vous lisez ceci, alors tout s'est passé comme je l'espérais. Marcus, le don de ton père pour les machines vit en toi, tempéré par une sagesse qu'il te reste à acquérir. Gabriel, bien que tu ne sois pas mon fils de sang, ton cœur porte le même feu pour la justice que celui qui brûle en Marcus. Ensemble, vous construirez quelque chose de plus grand que tout empire, vous construirez de l'espoir. » Sarah Chen apparut avec une nouvelle urgente. Le Comité international d'éthique corporative a voté à l'unanimité pour adopter la norme Santos comme référence mondiale. Les entreprises du monde entier seront désormais tenues de mettre en œuvre ces protocoles de transparence. Dans l'auditorium principal, Alexandre s'adressa à un rassemblement de dirigeants d'entreprises et de défenseurs de l'éthique.
Sa voix, autrefois utilisée pour commander et intimider, portait maintenant le poids d'une sagesse durement acquise. La norme Santos ne concerne pas seulement la prévention de la corruption, expliqua-t-il, elle concerne le rappel que chaque décision d'affaires affecte de vraies vies. Maria comprenait que la technologie sans humanité est aussi dangereuse que le pouvoir sans responsabilité. Le écran de présentation derrière lui affichait des données en temps réel des entreprises du monde entier ayant adopté la norme. Chaque point lumineux représentait une entreprise choisissant la transparence plutôt que le secret, l'éthique plutôt que la facilité. Le motif ressemblait à une constellation d'espoir s'étendant à travers le monde. Madame Rosa observait depuis son endroit habituel dans le jardin, les yeux brillants de larmes non versées. À travers les vitres, elle pouvait voir Marcus démontrer sa dernière innovation, un système rendant les communications corporatives accessibles à tous, indépendamment de leur capacité. Dans un coin tranquille de l'auditorium, Isabella, la petite fille de Victor, assise avec un groupe de boursiers Santos, était devenue un pont entre l'ancien monde du pouvoir corporatif et la nouvelle ère des affaires éthiques, utilisant l'expérience de sa famille pour enseigner aux autres l'importance de choisir le bien plutôt que la facilité. À l'approche du soir, le campus des industries Thomson s'illumina d'une lueur chaleureuse. Le vieux jukebox, désormais installé en permanence dans le jardin mémorial, jouait une musique douce que chacun pouvait sentir à travers le sol spécialement conçu, le même modèle que celui de Paris où Maria avait pris sa dernière photo avec Marcus. Un cercle se complétait après 2 décennies. Gabriel trouva Alexandre, debout seul dans son ancien bureau, regardant les lumières de la ville en contrebas. Leur relation avait évolué en quelque chose d'inattendu, pas père et fils, mais compagnons de route sur un chemin de rédemption. Je pensais à l'héritage, dit Alexandre doucement. Pas celui que nous construisons avec de l'argent ou du pouvoir, mais celui que Maria a créé, un héritage de vérité et de guérison. À travers la fenêtre, il pouvait voir Marcus dans son atelier, enseignant à un groupe de jeunes ingénieurs les principes de la norme Santos. Les mains de Marcus bougeaient avec la même précision que Maria avait montré en travaillant avec des machines. Ses yeux brillaient de la détermination de Maria à rendre le monde meilleur. Le soleil se couchait sur la baie de Marseille, peignant le ciel de teintes dorées et violettes. Dans le jardin du souvenir, Elena était assise avec Madame Rosa, partageant des histoires sur Maria et le futur qu'elle avait envisagé. La femme qui avait autrefois été le lieutenant le plus fidèle de Victor était devenue la gardienne d'un autre type de pouvoir, le pouvoir de la vérité pour guérir les vieilles blessures et construire de nouveaux ponts. 2 ans exactement après que Marcus ait découvert la vérité cachée dans le vieux jukebox, le campus des industries Durand fourmillait d'anticipation. L'occasion était le lancement officiel de l'initiative éthique globale, un programme qui étendrait la norme Santos au-delà du monde de l'entreprise dans les secteurs gouvernementaux et des organisations à but non lucratif. La lumière du matin filtrait à travers le plafond en verre du jardin du souvenir où Marcus se tenait devant le portrait de sa mère. Entre ses mains, il tenait la dernière pièce de son héritage, une lettre qu'elle avait demandé à Elena de remettre uniquement lorsque le moment serait venu. « Mon très cher Marcus », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que le monde a commencé à changer comme je l'avais rêvé. Le dispositif de sécurité n'a jamais été seulement pour exposer la corruption, mais pour prouver qu'il y a toujours une meilleure voie si nous avons le courage de la choisir. » Gabriel entra dans le jardin discrètement, suivi d'Alexander et d'Elena. Ils avaient tous reçu leurs propres lettres, chacune contenant une partie du dernier message de Maria. Ensemble, ils complétaient le tableau que Maria avait passé ces derniers jours à créer. Le système que tu as construit, Alexander, signa-t-il à Marcus. Ces mouvements sont fluides après 2 ans de pratique dévouée. Cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Maria voyait des possibilités auxquelles nous ne pouvions même pas rêver. À travers les murs de verre du jardin, il pouvait voir l'auditorium se remplir de personnes du monde entier, des dirigeants d'entreprises, des activistes, des technologues, surtout, des citoyens ordinaires qui avaient été habilités par la norme Santos à dire la vérité au pouvoir. Victor assistait via visioconférence depuis le centre de réhabilitation où il purguait sa peine. Son visage montrait les changements que le temps et la réflexion avaient apportés. Les arêtes vives s'étaient adoucies, le regard calculateur remplacé par quelque chose qui s'approchait de la sagesse. « J'ai réexaminé les documents originaux », leur dit-il, sa voix portant un poids de compréhension. Le génie de Maria ne résidait pas seulement dans la technologie qu'elle a conçue, mais dans la compréhension que le véritable changement nécessite à la fois responsabilité et pardon. Sarah Chen coordonnait les événements de la journée avec son efficacité habituelle, mais il y avait quelque chose de différent dans sa manière.
Un investissement personnel qui allait au-delà du devoir professionnel. Elle était devenue une partie de la famille élargie qui s'était formée autour de l'héritage de Maria. Alors que la cérémonie commençait, Marcus monta sur scène aux côtés de Gabriel. Grâce à un interprète, ils partagèrent l'histoire qui les avait tous amenés à ce moment, non seulement les révélations dramatiques d'il y a 2 ans, mais aussi les actes silencieux de courage et de conviction qui avaient suivi la norme Santos. La norme Santos n'est pas seulement un ensemble de protocoles, expliqua Gabriel à l'Assemblée. C'est un rappel que chaque système, aussi complexe soit-il, sert en fin de compte les besoins humains et les valeurs humaines. Madame Rosa observait depuis son siège d'honneur, les yeux brillants de larmes de joie. L'enfant effrayé qu'elle avait sauvé d'une route déserte était devenu un homme qui changeait le monde, non par la force ou la peur, mais par la compréhension et l'innovation. Isabella, désormais voix principale en éthique d'entreprise, présenta les résultats de la première étude d'impact global. La norme Santos n'avait pas seulement empêché la corruption, elle avait créé de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance, prouvant que les affaires éthiques pouvaient aussi être rentables. À mesure que la journée touchait à sa fin, le campus des industries Durand brillait de lumière chaleureuse. Le vieux jukebox jouait doucement dans le jardin du souvenir, ses vibrations se propageant à travers le sol spécial que Marcus avait conçu pour rendre la musique accessible à tous. Alexander se retrouvait de nouveau dans son ancien bureau, maintenant transformé en centre d'apprentissage pour les futurs leaders d'entreprise. La vue sur la baie de Marseille restait la même, mais sa perspective avait fondamentalement changé. Elle savait, dit-il à Elena, qu'il avait rejoint près de la fenêtre. Même à l'époque, Maria savait que le véritable défi n'était pas d'exposer la vérité, mais d'aider les gens à trouver le courage de l'embrasser. Dans le jardin en contrebas, Marcus et Gabriel étaient assis avec Madame Rosa, partageant des souvenirs et des rêves pour l'avenir. Les frères avaient développé leur propre langage des signes, des raccourcis vocabulaires privés qui fusionnaient leurs mondes différents en quelque chose de nouveau et d'espoir. Le soleil se couchait sur la baie, projetant de longues ombres à travers le campus. Dans les bureaux et les salles de réunion du monde entier, la norme Santos poursuivait son œuvre silencieuse, transformant la façon dont les gens concevaient le pouvoir, la responsabilité et la possibilité de changement. La dernière lettre de Maria, partagée parmi ceux qui l'avaient aimée, se terminait par une vérité simple. Le plus grand pouvoir que nous avons ne réside pas dans ce que nous pouvons prendre des autres, mais dans ce que nous pouvons construire ensemble. L'avenir appartient à ceux qui osent l'imaginer meilleur. Le 5e anniversaire de la mise en œuvre de la norme Santos a débuté avec une nouvelle inattendue. Victor Delgado avait été libéré anticipativement pour sa coopération extraordinaire dans les efforts de réforme d'entreprise. Les journaux du matin diffusaient sa première déclaration publique depuis des années, une réflexion réfléchie sur le pouvoir, la rédemption et l'héritage de Maria Santos. Dans son atelier nouvellement établi au Centre d'innovation Durand, Marcus fit une pause dans son travail sur la dernière génération de systèmes d'IA éthiques pour lire les nouvelles. À travers les murs en verre renforcé, il pouvait voir le vaste campus qui avait grandi à partir du bâtiment original des industries Durand, maintenant un hub mondial pour les pratiques commerciales éthiques et l'innovation technologique. Gabriel entra, portant un épais dossier de candidature pour le prochain programme des boursiers Santos. L'initiative avait dépassé toutes leurs attentes, avec des milliers de candidats du monde entier cherchant à apprendre les principes que Maria avait établis. « As-tu vu ça ?» signa Gabriel, montrant à Marcus un autre article. L'Organisation des Nations Unies venait d'adopter la norme Santos comme référence mondiale pour la transparence institutionnelle. Ce qui avait commencé comme un mouvement de réforme d'entreprise avait évolué en une révolution mondiale en matière de responsabilité et de gouvernance éthique. Alexander les retrouva là, ses mouvements plus lents avec l'âge, mais son esprit aussi vif que jamais. 5 ans de langue des signes l'avaient rendu fluide, lui permettant de communiquer directement avec son fils sans intermédiaire. « Ta mère », signa-t-il, elle aurait adoré voir ça. Les 3 hommes se dirigèrent vers le jardin du souvenir où Elena accueillait une réunion des responsables internationaux en éthique. Le jardin s'était agrandi au fil des ans, devenant un musée vivant de la transformation d'entreprise. Chaque plante, chaque allée racontait une histoire de changement et de renouveau. Madame Rosa, maintenant octogénaire mais toujours vibrante, s'asseyait à son endroit habituel près du jukebox restauré. Elle était devenue une figure bien aimée au centre d'innovation, sa sagesse tranquille aidant à guider les nouvelles générations de réformateurs et d'innovateurs. Sarah Chen, récemment promue directrice mondiale de la mise en œuvre de l'éthique, les rejoignit avec les dernières données. La norme Santos n'a pas seulement empêché la corruption,
Elle a fondamentalement changé la façon dont les gens pensent aux affaires et à la société. Regardez ces chiffres, expliqua-t-elle en affichant un graphique holographique. Les entreprises qui ont pleinement adopté la norme ne sont pas seulement plus éthiques, elles sont aussi plus rentables, plus innovantes et plus résilientes face aux défis du marché. Un visage familier apparut sur l'écran de communication du jardin, Victor, faisant sa première apparition publique depuis sa libération via appel vidéo. Le temps et la réflexion l'avaient transformé. L'homme d'affaires calculateur avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait le véritable coût de l'ambition débridée. « Je réfléchis au choix », leur dit-il, sa voix portant le poids d'une sagesse durement acquise. Comment une seule décision peut avoir des répercussions sur des décennies, touchant des vies que nous n'avions jamais voulu affecter. Maria comprenait cela. Elle voyait les connexions que nous étions tous trop aveugles pour voir. Isabella, qui avait suivi les traces de Gabriel pour devenir une voix principale en éthique d'entreprise, présenta ses dernières recherches sur l'impact global de la norme Santos. Les données montraient quelque chose de remarquable, un changement générationnel dans la manière dont les gens percevaient le pouvoir et la responsabilité. Ce n'est plus seulement une question de prévenir les méfaits, expliqua-t-elle. La norme a créé un nouveau type de culture de leadership, basée sur l'empathie et la réflexion à long terme plutôt que sur les profits rapides et les gains personnels. À l'approche du soir, Marcus démontra sa dernière innovation, un système capable de prédire les défis éthiques avant qu'ils n'émergent, permettant aux organisations de traiter les problèmes potentiels de manière proactive plutôt que réactive. La technologie portait les empreintes philosophiques de sa mère, élégante, compatissante et profondément humaine. Dans un moment de calme, Alexander le retrouva seul dans le jardin avec Elena. Parfois, avoua-t-il, je me demande ce qui se serait passé si j'avais écouté Maria toutes ces années auparavant, si j'avais eu le courage de choisir la vérité plutôt que le pouvoir. La réponse d'Elena fut douce mais ferme. Je savais que tu comprendrais un jour, dit-elle. C'est pourquoi elle a construit un système qui pouvait attendre, pas seulement que la technologie rattrape son retard, mais que les cœurs changent. Le soleil couchant peignait le jardin de teintes dorées, sa lumière captant l'inscription sur le mémorial de Maria, « La vérité est une graine qui pousse en son propre temps ». Sous ces mots, une nouvelle addition avait été faite, la norme Santos, bâtissant des ponts entre ce qui est et ce qui pourrait être. Marcus et Gabriel étaient assis ensemble près du jukebox, sentant ses vibrations à travers le sol spécial. Ils avaient mûri dans leur rôle, non seulement comme frères mais comme gardiens de la vision de leur mère. L'héritage qu'elle leur avait laissé n'était pas seulement un système ou une norme, c'était une manière de voir le monde, de comprendre comment de petits actes de courage pouvaient se transformer en mouvements qui changeaient tout. Les saisons s'étaient succédé de nombreuses fois depuis cette nuit fatidique où un jeune garçon avait été abandonné sur une autoroute française. Maintenant, par un matin d'automne frais, Marcus se tenait au podium du Centre éthique global Maria Santos nouvellement inauguré, prêt à s'adresser à un public mondial à l'occasion du 10e anniversaire de la norme Santos. Le bâtiment lui-même était un témoignage de transformation, un mélange impressionnant d'architecture durable et de design universel où chaque caractéristique servait à la fois la beauté et l'accessibilité. À travers ces murs transparents, la ligne d'horizon de Marseille s'étendait vers l'infini, une vue qui avait été témoin d'une décennie de changements remarquables. Au premier rang, Gabriel était assis à côté d'Elena. Tous deux étaient des vétérans marqués par les batailles du mouvement de réforme d'entreprise qu'ils avaient contribué à créer. À côté d'eux se trouvait Alexander, les cheveux désormais entièrement blancs, sa prestance toujours fière mais adoucie par des années de réconciliation et de compréhension. Victor avait fait le voyage depuis sa résidence de retraite à Nice pour assister en personne à sa première apparition publique depuis sa libération. Il s'assit calmement à côté de Madame Rosa, une disposition qui aurait semblé impossible une décennie plus tôt. Le temps et la vérité avaient estompé les arêtes vives des vieilles inimitiés, laissant derrière elle un engagement commun envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Alors que Marcus commençait son discours, ces signes étaient traduits simultanément en des dizaines de langues, atteignant des publics du monde entier. La norme Santos avait évolué bien au-delà de ses origines en tant que système de responsabilité d'entreprise, elle était devenue un cadre pour la transformation sociale, une manière de penser le pouvoir et la responsabilité qui transcendait les frontières culturelles. 10 ans plus tôt, il signa avec Sarah Chen, fournissant une interprétation vocale. Nous avons découvert que la transparence seule ne suffit pas. Le véritable changement nécessite quelque chose de plus, le courage de nous regarder honnêtement et la compassion d'aider les autres à faire de même.
Les écrans derrière lui affichaient une carte vivante de l'impact global de la norme, des milliers d'organisations, des millions de décisions, d'innombrables vies touchées par les effets d'entraînement des choix éthiques. Mais le véritable impact ne peut être mesuré en statistiques, ajouta Isabella, désormais une figure de proue en droit éthique international, il réside dans les millions de décisions quotidiennes prises par des personnes qui croient désormais en la possibilité d'une prospérité éthique. Sarah Chen, son dévouement visible dans sa prestance, coordonnait les événements de la journée avec sa précision caractéristique. Sous sa direction, l'équipe de mise en œuvre s'était transformée en un réseau mondial d'agents de changement, chacun formé aux principes établis par Maria il y a longtemps. Alors que Marcus prenait le podium pour s'adresser à l'Assemblée, ses mains bougeaient avec la grâce et l'autorité de quelqu'un qui avait appris à transformer le silence en force. Les surfaces spéciales du jardin portaient les vibrations de son message à tous les présents, quelle que soit leur capacité à entendre. 20 ans auparavant, il signa avec plusieurs interprètes, traduisant en des dizaines de langues. Notre mère nous a montré que le véritable changement ne commence pas en forçant les gens à faire ce qui est juste, mais en leur facilitant la tâche pour qu'ils puissent être leur meilleur soi. La norme Santos n'a jamais été seulement pour prévenir les méfaits, elle a été pour nourrir la capacité humaine au bien. Les écrans dans tout le jardin affichaient des images de leur parcours. Le premier bâtiment des industries Durand, la première mise en œuvre du dispositif de sécurité, la diffusion progressive de la norme à travers les continents. Chaque étape représentait d'innombrables choix individuels d'embrasser la vérité plutôt que la commodité, l'éthique plutôt que l'opportunisme. Alexander Rose, lentement sorti de son fauteuil roulant soutenu par Gabriel, ajouta ses propres mots. Maria voyait des possibilités que nous ne pouvions pas imaginer. Elle comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous pouvons prendre des autres, mais dans ce que nous pouvons construire ensemble. Alors que le soleil atteignait son zénith, Marcus dévoila la dernière évolution de la vision de sa mère. Un réseau mondial de centres d'éthique, chacun conçu pour servir sa communauté locale tout en étant connecté au tout plus vaste. La technologie était impressionnante, mais la véritable innovation résidait dans la manière dont elle permettait aux gens de faire des choix éthiques dans leur vie quotidienne. Dans un moment de calme entre les cérémonies, la famille centrale se rassembla autour du vieux jukebox. Sa musique résonnait à travers le sol spécial du jardin, semblant porter les échos de tous les moments qui les avaient menés jusqu'ici. La douleur de la séparation, le courage de dire la vérité, la joie de la réconciliation. Madame Rosa, les yeux brillants de larmes non versées, signa ce qu'ils ressentaient tous. Maria serait si fière, non seulement de ce que vous avez construit, mais de qui vous êtes devenu. À l'approche du soir, Marcus et Gabriel se tinrent ensemble au point le plus élevé du jardin, surplombant la ville que leur mère aimait. La norme Santos avait grandi bien au-delà de leurs rêves originaux, touchant des vies qu'ils ne connaissaient pas, inspirant des changements qu'ils ne verraient jamais. La célébration du 20e anniversaire se termina comme elle avait commencé, avec la famille rassemblée dans le jardin, partageant des histoires et des rêves pour l'avenir. Le vieux jukebox jouait doucement, ses vibrations se propageant à travers le sol comme un battement de cœur, leur rappelant que chaque fin n'est qu'un autre commencement déguisé. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri, témoins d'une histoire qui avait commencé avec le courage d'une femme et était devenue un mouvement mondial pour le changement. Le dernier message de Maria, préservé dans le mémorial central du jardin, semblait briller au crépuscule. Le plus grand pouvoir que nous avons ne réside pas dans ce que nous pouvons prévenir, mais dans ce que nous pouvons inspirer. Continuez à construire, continuez à grandir, continuez à croire en la possibilité d'un monde meilleur. À cet instant, entourés par l'héritage vivant de la vérité et de la transformation, ils savaient que leur histoire continuerait d'inspirer longtemps après leur départ, résonnant à travers les générations comme la musique d'un vieux jukebox, même dans le silence.